Bonjour à tous, je suis Khalil et vous êtes au 6e épisode d'une série de vidéos sur le développement d'applications Shopify en PHP. Dans cet épisode, nous allons travailler sur la récupération de produits. Donc ces produits, nous allons les récupérer à travers les collections que nous aurions créées. Nous aurions également associé à des produits. Donc on va récupérer en gros les produits associés à des collections qu'on aurait créées. Donc précédemment, je rappelle que j'avais créé une collection et quelques produits. Donc j'ai ma collection qui s'appelle ma collection Axe qui contient 3 produits qui sont des déodorants Axe. Et je précise également que j'ai un 4e produit qui est un tableau et que je n'ai associé à aucune collection. Donc c'est fait exprès, on va voir dans la suite du code comme quoi vu qu'il n'est associé à aucune collection, on ne va pas pouvoir le récupérer avec la méthode qu'on aurait fait. Alors, avant de commencer à coder cela, il y a quelques petites choses qu'on va d'abord faire parce qu'on en aura besoin dans la suite des actions. Donc, premièrement, on va aller dans la base de données sur la table application. Nous avons quelques champs, quelques informations, mais parmi ces informations, on souhaiterait ajouter l'URL de la boutique dans laquelle est installée l'application. Donc on va rajouter un nouveau champ. Donc on va le mettre juste après le nom par exemple. Et on va le nommer, on le nomme shop URL par exemple. C'est un varchar et on va faire comme taille 100. On va enregistrer. Ensuite, on va revenir sur la table et on va valoriser ce champ manuellement. Ce sera donc l'URL de la boutique qui est la petite boutique de .myshopify.com. Donc, je vais le copier directement de là, de l'URL. Alors, ça bug un peu. Voilà. Donc, c'est la petite boutique de .myshopify.com. Je ne vais pas mettre HTTPS au début, je vais mettre l'URL brute comme ça. Le deuxième point à modifier sur cette table, c'est au niveau des périmètres. Donc nous avons mis comme périmètre la lecture des thèmes et la lecture la récupération des commandes. Mais aujourd'hui, nous allons travailler sur la récupération des produits. Donc si on ne rajoute pas le périmètre, on n'aura pas le droit de récupérer ces produits. Donc du coup, nous allons rajouter une virgule, puis on va mettre read underscore products. Voilà. C'est tout bon. Donc là, c'est tout ce qui est en ce qui concerne la base de données ou cette table. Donc on va aller dans le code. Et nous allons aller sur le modèle application. Ici, donc, nous avons ajouté un champ à la base de données, donc on doit le déclarer ici en tant que variable, donc shop URL. On va faire en sorte qu'il soit initialisé avec la valeur de la base de données lors de l'initialisation ou l'exécution du constructeur du modèle. Voilà. Et ensuite, on va rajouter son getter et son setter. Le truc, c'est que il faut dire que le jeton, on n'a pas créé son getter et son setter non plus. Donc, on va faire les deux dans la foulée. Set jeton. Et set shop URL. On rajoute les getters. Donc, get jeton qui va retourner les jetons et get shop URL qui va retourner la variable shop URL. Voilà, c'est tout bon. Nous allons maintenant travailler donc sur la récupération des produits. Nous souhaitons que l'accès à l'application, par exemple, avec l'URL qui, par exemple, me concernant, sera https happybrainlab
wordpress.com/shopify/la petite boutique. Ça, c'est le dossier dans lequel il y a l'application, donc _ci. Et considérons qu'on souhaite accéder à l'application à partir de la racine, c'est-à-dire en allant sur sa racine, que ça nous redirige vers le contenu de l'application. Pour faire cela, donc pour avoir juste cette URL qui donne accès à l'application sans rajouter une ressource ici, ce qu'il faut, c'est développer l'application, c'est-à-dire ce contenu qu'on souhaiterait faire, dans le contrôleur par défaut, d'ailleurs pour rappel qui est défini dans le fichier routes.php qui est dans le dossier config, donc tout en bas, on va trouver que default controller c'est index. Bon, pour le moment c'est le seul contrôleur qu'on a, mais du coup ce sera dans index et dans la méthode qui va s'exécuter par défaut dans le contrôleur index. La méthode qui va s'exécuter par défaut, ce sera la méthode index, qui s'appelle index aussi. Très bien, donc du coup en gros, tout cela pour dire que on doit coder ici, à ce niveau-là. Donc là pour le moment la méthode elle redirige vers une vue qui s'appelle welcome message qui a été chargé dans le code source de CodeIgniter initialement. Cette vue, je l'ai déjà supprimée moi de mon côté, donc vous pouvez la supprimer de votre côté ou la garder, ça ne fait pas de mal. Et du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va rediriger vers une nouvelle vue qu'on va créer, qu'on va nommer Products. Et donc, on va créer un nouveau fichier dans le dossier Views qu'on va enregistrer au nom de products.php tout en minuscule. Donc on va y revenir plus tard. On revient sur notre contrôleur et là la logique dit que on va créer une variable data qui sera un tableau de plusieurs variables et qu'on va envoyer à notre vue products. Donc il y aura un tableau de variables, donc clé valeur. Et donc, parmi les clés valeurs, parmi les variables qu'on va envoyer à products, il va y avoir une variable dans products qui sera nommée products, tout court. Voilà. Et qui va être le tableau des produits qu'on aurait récupérés. Donc, en gros, c'est ici qu'il va y avoir, du coup, le traitement de récupération des produits et qui seront intégrés à ce tableau-là. D'accord. Donc, pour commencer, je vais commenter en fait. Je vais commenter le traitement et on va réaliser ce que j'aurais écrit dans chaque commentaire. Donc, d'abord, pour récupérer les produits, on a dit qu'on va passer par les collections qu'on avait créées. Donc en gros, on va récupérer les collections que nous avions créées. Ça, c'est la première chose. Donc lorsqu'on va les récupérer, donc on va les récupérer dans un tableau, eh bien on va parcourir, on va dire la liste, parcourir la liste de collections récupérées. Voilà. Donc, qui dit parcourir dit une boucle. Donc, il va y avoir ici une boucle. Donc, je vais faire une indentation pour imaginer qu'il va y avoir un traitement inclus dans cette boucle. Voilà. Donc, on va faire un appel à Shopify pour récupérer les produits qui sont associés à cette collection. Donc, on ne va pas récupérer un produit, on va récupérer un ensemble de produits. Et donc, lorsqu'on va faire appel à un ensemble de produits, en fait, on fait appel à un objet. On récupère un objet déclaré sur Shopify en tant qu'un ensemble de produits. Donc, si on fait un appel d'un ensemble de produits tagué par une collection, ben forcément, on va recevoir un seul ensemble de produits. Mais lorsqu'on va recevoir ce seul ensemble de produits, en fait, il sera dans un tableau. Il sera tout seul dans un tableau.
Donc on va récupérer en gros un tableau d'ensemble de produits où il y a un seul ensemble de produits vu qu'il s'agit à chaque fois d'une seule collection. Donc tout cela pour dire que ici, on va dire qu'on va récupérer l'ensemble qui sera un seul au final de produits concernés par donc la collection, on va dire courante, et ici on va faire que le retour sera un tableau. Et donc qui dit tableau dit qu'il va falloir le parcourir, et donc on va parcourir la liste des ensembles de produits, mais dedans il n'y en aura qu'un seul évidemment, et donc parcourir donc une boucle. Je fais une indentation et à partir de là on va récupérer chaque produit d'un ensemble de produits, et ensuite lorsqu'on va le récupérer on va stocker le produit dans le tableau qui est data avec la clé products. Voilà, donc c'est ça ce qu'on va faire. Ok, donc on va commencer par la récupération des collections. Donc on va déclarer un tableau collection au pluriel qui va en fait, donc là on va faire appel à Shopify et on va récupérer les collections. Alors on va récupérer les collections ici, on va récupérer un autre objet ici qui est l'ensemble de produits, et ensuite on va récupérer un produit tout seul à chaque fois. Cela veut dire que on va faire plusieurs appels à Shopify, mais pas pour récupérer le même objet. Donc on va faire une requête qui va nous retourner un objet qu'on aurait précisé. C'est pour cela que je propose qu'on crée une fonction, donc on va appeler par exemple SPF pour Shopify, underscore call, et là-dedans on va fournir des arguments qui vont ici par exemple faire en sorte que le retour sera les collections qu'on aurait créées. D'accord? Donc en gros ici on peut rajouter un commentaire pour dire to do complété par des arguments qui vont bien. Ok, soi-disant maintenant, donc cette fonction on va la coder par la suite. Soi-disant qu'on a récupéré les attributs. On va poursuivre notre algo. Donc lorsqu'on va récupérer les collections, on va les parcourir. Donc on va faire un for each collection, et l'objet qu'on aura le tableau qu'on aurait récupéré dans la variable collection, il contient plusieurs informations dont des clés valeurs. C'est un tableau associatif. Parmi ces clés, il y a une clé dont le contenu, c'est les collections qu'on veut. Donc en gros ici le tableau ici, c'est pas un tableau des collections, c'est un tableau qui contient plusieurs informations sur les collections. Parmi ceux-là, il y a une clé qui contient les collections qu'on a créées. Et c'est ici qu'on va récupérer du coup l'ensemble de ces collections qu'on a créées avec la clé custom underscore collections au pluriel. Donc ici, c'est le tableau des collections qu'on a créé. Donc là, on va faire as collection au singulier. Hop. Donc c'est là-dedans qu'il y aura tout ce traitement. Alors, ok, on a cette collection. Maintenant, on va récupérer l'ensemble des produits qui la concernent. Donc ce sera, on va dire collections, donc on va dire
product PRD sets qui va être aussi qui va faire aussi un appel à Shopify par la même fonction. Donc on va récupérer donc les produits ici et ensuite on va parcourir. Ok, donc ce sera un for each aussi. Et là pour chaque PRD sets as PRD set au singulier. Alors ici lorsqu'on va récupérer un produit, il va y avoir plusieurs références au produit. Donc là, on a récupéré un ensemble de produits. On n'a pas encore récupéré les produits. On a récupéré une référence des produits qui sont concernés par la collection sur laquelle on est arrivé. Donc, il va y avoir juste la référence sur les produits et non pas l'ensemble des informations des produits dans chaque objet. Donc, du coup, à chaque fois qu'on prenne un ensemble de produits, et d'ailleurs ici on n'en aura qu'un seul, il va falloir parcourir les références des produits qui sont dedans. Du coup, on va faire encore un. Du coup, ça va être plus bas déjà. Et là, pour récupérer chaque produit, il va falloir récupérer sa référence. Donc, for each PRD, donc PRD7 as, et on va récupérer sous forme de clé valeur. Et là, à ce moment-là, qu'on va faire en fait la récupération du produit. Donc ici, il va y avoir ce commentaire qui est à l'intérieur ici. Et ici, je vais récupérer mon produit qui va faire également appel à SPF call. Donc là, je l'aurai récupéré. Vous allez voir comment on va utiliser la variable value, etc. là-dedans. Et ensuite, lorsque j'aurai récupéré mon produit, tout ce que j'ai à faire, c'est le stocker dans le tableau data products, et ce sera avec la fonction array underscore push de PHP, dans laquelle je vais préciser comme premier argument le tableau dans lequel je veux mettre mon second argument qui est le produit. Voilà tout. Et donc, là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de coder l'application SPF call et remplir les arguments qui vont bien ici sur le contrôleur. Alors, ok. Ici, donc nous avons SPF call qui est une fonction qui est utilisée dans ce contrôleur, mais qui peut être aussi utilisée à partir d'un autre contrôleur. Il est possible qu'on crée une dizaine d'autres contrôleurs et que cette fonction devra être utilisée dedans. Seulement, dans CodeIgniter, l'appel des méthodes entre contrôleurs n'est pas possible. C'est-à-dire, il n'est pas possible qu'un contrôleur A appelle une méthode dans un contrôleur B. Ça, ce n'est pas possible. Ce qui est possible, c'est appeler le contrôleur, c'est qu'un contrôleur appelle une méthode d'un modèle. Donc en gros, SPF call, on pouvait la mettre dans un modèle. Seulement, il est aussi possible que dans plusieurs modèles, on ait besoin d'appeler cette fonction. Chose qui n'est pas possible parce que les modèles aussi ne s'appellent pas les méthodes entre eux. Alors, en gros, tout ça pour vous dire que il y a une notion de helper qu'on peut utiliser dans laquelle on peut déclarer et définir la fonction SPF call. Et un helper est utilisable à partir de tous les contrôleurs et tous les modèles du moment qu'on le charge, tout comme on a chargé un modèle ici. Donc, on va faire ça tout de suite. On va aller dans le dossier application underscore LPB
nous avons dedans un dossier qui s'appelle on a un dossier qui s'appelle helpers qui est dedans. Donc il contient un fichier HTML, on ne va pas l'utiliser, mais on va créer dedans un fichier qu'on va appeler par exemple spf underscore helper.php, tout en minuscule. Voilà, donc ça va contenir du code PHP. Et donc du coup je peux déclarer ma fonction ici, function spf call. Voilà, et lorsque je serai ici, je vais déclarer le helper dans le constructeur. Donc je vais commenter en disant chargement des helpers, il peut y en avoir plusieurs. Et là, je vais charger le helper en modifiant la méthode modèle par helper. Et je mets le nom du helper en argument. SPF helper, sans point PHP, juste le nom comme ça. Voilà, donc maintenant l'appel va se faire correctement. Seulement, la fonction est vide. Donc, on va la coder. Donc, pour coder cette fonction, en gros, ce que nous allons faire, c'est on va définir des arguments et la fonction va utiliser ces arguments pour envoyer un curl à Shopify avec les options qui vont bien, avec les entêtes qui vont bien pour récupérer un objet précis. Ok, donc qui dit appel à Shopify dit que Shopify devra répondre, mais également devra nous authentifier et nous faire confiance. Pour que Shopify puisse du coup nous faire un retour et nous faire confiance, le seul élément qu'on a à lui présenter, c'est le jeton de l'application. Et donc, on va passer le jeton comme premier argument à cette fonction. Donc, on va déclarer une première variable jeton. Ensuite, l'URL qu'on va appeler sera en fait l'URL de l'API sur la boutique. Donc en gros ce sera l'URL https la petite boutique 2.myshopify.com /admin/API / il va y avoir ici la version de l'API et ensuite slash et ça va ensuite s'en suivre par une ressource qui va préciser en gros de quel objet il s'agit en fait, qu'est-ce qu'on veut récupérer. Donc c'est comme ça que sera construite l'URL. Donc je vais laisser ce commentaire ici, on va l'utiliser. Donc ici on a l'URL de l'application qu'on vient de déclarer dans la base de données. On en aura besoin ici. Ben, très bien, on va la faire passer en argument. Shop URL. Nous avons également une ressource qui dépend de l'objet qu'on veut récupérer. Donc il va y avoir également une ressource. Resource. La version, elle sera toujours la même, on ne va pas la mettre en argument. Je vais en parler juste après. On va la gérer autrement. Alors, ce qu'il y a ici, c'est que lorsqu'on envoie un curl, du coup, lorsqu'on envoie une requête à Shopify, ben, il est possible qu'il y ait des arguments dans cette fonction. Parce que là, pour le moment, on a juste de quoi nous authentifier et de quoi construire l'URL cible. Mais dans l'URL cible, on va peut-être envoyer des variables en get. Et on va faire ça dans le traitement qu'on va faire tout à l'heure. Et donc pour cela, on va faire une variable parameters. Alors cette variable parameters sera un tableau. Ce sera un tableau de variables, donc un tableau associatif. Et si jamais on a une requête où il n'y a pas besoin de mettre des variables, eh bien au lieu d'avoir à chaque fois de préciser que parameters est un tableau vide, on va
le mettre ici comme tableau vide par défaut. Comme ça, si on appelle la fonction SPF_call sans paramètre, on n'a qu'à préciser les 3 premiers arguments seulement. Ça, on va voir ça aussi tout à l'heure. Ok, donc on va commencer par construire l'URL. Donc en gros là, on va envoyer un curl. Donc on va construire l'URL, donc cible du curl. Donc ce sera, on va faire une variable URL qui va être égale à https suivi par pour construire du coup cette chaîne de caractères, ça va s'en suivre par l'URL de la boutique. Ici c'est pas plus mais plutôt point. Voilà. Ensuite ça va s'en suivre par donc cette partie là en fait, y compris la version. On va faire en sorte que ça, ce sera une chaîne qui est localisée quelque part et on fait appel à ce quelque part à chaque fois. En gros, on va copier ça, on va déclarer une fonction ici qu'on va appeler par exemple get API URL par exemple. On va faire return de ça. On va faire un return sur ça. Ok, donc il va y avoir, on va concaténer du coup avec ça, donc get API URL, puis il va y avoir la ressource, donc point la ressource. Alors la version ici en fait, on va utiliser la dernière version en date qui date de janvier courant, janvier 2020. Donc pour la préciser, il faut faire l'année 2020 trait d'union 01 pour janvier. La version précédente, elle date de 2019 octobre, donc on mettait 2019-10, mais il n'y a pas de changement sur ce qu'on va faire dans la nouvelle version, donc on peut l'utiliser et puis tout ira bien. Donc voilà, on a construit l'URL. Alors, on va voir maintenant si on a des paramètres ou pas pour les rajouter. Donc on va faire if parameters, donc sa taille, size of parameters est supérieur strictement à 0. Dans ce cas, ça veut dire qu'on a des paramètres à préciser. Et bien dans ce cas, on va faire à ce que l'URL soit concaténé avec un point d'interrogation, donc à partir duquel commencent les variables en get, et ensuite mon tableau devra se transformer en variable get encodée en get. Donc l'URL en gros une URL contenant les variables clés, égales, valeur, puis il y a e-commercial, etc., etc. Donc pour cela, on va utiliser la fonction http _build_query et on va passer en argument le tableau de paramètres. Voilà. Donc s'il n'y a pas d'argument, ben, l'URL va être juste celle-ci. Et on va poursuivre. Ok, donc là j'ai l'URL qui est construite. Donc après, donc là c'est traitement des variables get dans le curl. Donc je dis get parce qu'on va utiliser la méthode get, on va voir ça juste après. Donc là on va créer un objet curl query par exemple, qu'on va initialiser curl init avec dedans comme argument l'URL. Initialisation d'un objet curl, plutôt on va dire d'une requête curl, et ensuite on va définir les options du curl. Alors ce que je vais ici pour que la vidéo soit courte et sans trop tarder sur des choses qui ne font pas objet de la vidéo,
Je vais définir les options rapidement. Si vous ne comprenez pas une option, n'hésitez pas à la copier-coller sur Google. Vous allez avoir dans le manuel de PHP, la documentation, vous allez avoir la signification de chaque option. Ou sinon, vers la fin, je peux commenter rapidement en oral. Donc, on va voir. Donc, avec curl set option, on va passer en argument curl query, puis le nom d'une option et sa valeur. Donc, on va commencer par curl option underscore return transfer qui sera true. Alors, je vais commenter tout ça tout à l'heure. Je vais le commenter juste oralement. Donc, je vais copier plusieurs fois. Donc, j'ai follow location à true aussi. Max redirects. On va mettre 3 redirections. Quoi d'autre? On va faire à ce qu'il ne vérifie pas les SSL, les certificats. Donc ce sera plutôt false. On va faire les timeout de connexion et de requête. Connect timeout. Donc on va faire 50 secondes. Enfin, c'est beaucoup. On va faire 30. Puis timeout. On va faire 20. OK. La méthode, donc c'est custom request. Et là c'est là qu'on va préciser qu'on va faire du get. Et ensuite, on doit, dans le curl, on doit envoyer le jeton aussi. Donc le jeton, on doit l'envoyer dans un tableau avec une clé reconnue par Shopify. Donc on va faire headers, qui sera un tableau. On va faire if on a le jeton qui n'est pas vide et qui n'est pas nul. À ce moment-là, la première valeur de headers sera égale à la clé x shopify-access-token concaténé, donc suivi par 2 points, puis concaténé avec le jeton. Alors, sinon, je ne vais pas mettre d'else, mais je vais faire à ce que cette valeur soit vide au début. Donc je vais faire ça à l'arrache un petit peu, mais ça va marcher. Et donc après, j'ai mon tableau headers à passer en paramètre, donc au curl. Donc je vais copier ça et je vais faire http header et ce sera mon tableau headers. OK. Alors ici, return transfer, c'est pour que le curl nous retourne le retour de la requête au lieu de l'afficher. Parce que par défaut, il va l'afficher. Donc on doit préciser comme quoi il doit la retourner pour qu'on puisse la récupérer dans une variable et travailler avec, surtout la retourner puis l'envoyer à notre vue. Donc c'est pour ça que c'est à true. Follow location, en fait, dans les entêtes, il est possible que le serveur retourne des variables, en fait des redirections avec le terme location. Et si il y a des redirections, que le curl redirige dessus plutôt que les afficher. Donc qu'il fasse des redirections, follow location. Et donc le maximum des redirections, on a précisé que ce soit 3. Ici, on a fait en sorte qu'il ne vérifie pas de certificat et
que la durée maximale d'une tentative de connexion sera de 30 secondes et la tentative maximale de réalisation d'une requête ou d'autres requêtes en général, c'est 20 secondes. Donc ça, c'est en secondes. En secondes. En secondes. OK. Et custom request, c'est la méthode d'envoi des entêtes. Voilà. Donc là, mon curl est tout prêt à être envoyé. Donc je vais l'exécuter avec curl exec. Dedans, je fais passer curl query. Et ça va retourner le retour que je vais récupérer dans une variable plutôt result. Voilà. Et ensuite, je vais, donc là c'est exécution du curl. Et là, clôture du curl. Donc on va faire plutôt curl close curl query. Alors en fait, alors le retour ici en fait, il est possible qu'il soit en erreur. Donc s'il est en erreur, on doit pouvoir le savoir. Donc pour cela, on peut initialiser deux variables. On doit avoir le nombre d'erreurs retournées par le curl. On peut le récupérer dans une variable nberror errors égale curl underscore r no dedans curl query. Et on peut également récupérer le message d'erreur retourné par le curl. Donc ce sera, on va faire msg error égale curl underscore error tout court curl query. Voilà. Donc là on a tout et donc là on peut faire une condition if nberrors est supérieur à 0. À ce moment là on va par exemple retourner le message msg error. Sinon il va continuer et lorsqu'il va continuer, alors là il faut que je vous montre quelques petites choses. Là, si on récupère un contenu avec un curl, donc en tapant sur Shopify, ce qu'on veut, on va le récupérer, mais pas que. On va récupérer d'autres choses. En gros, par exemple, la requête qui permet de récupérer les produits, je l'ai chopé ici, je l'ai mise dans un fichier. En fait, c'est ça. C'est cette chaîne-là, toute énorme, jusque là. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui sont techniques dont on n'a pas besoin, genre statut de la requête, la date, le format du retour qui est en JSON, l'encodage, plein d'autres trucs dont on n'a pas besoin. Et à partir d'où commence notre intérêt de cette requête, eh bien, attendez, je vais y arriver. Alors, si je cherche product. Voilà, c'est à partir de là. C'est à partir de là qu'on a un retour en JSON qui contient nos produits. Donc tout ce qui est au-dessus, on n'en a pas besoin. Eh bien, pour cela, donc ça, toute cette chaîne, c'est ce qu'on va récupérer en fait dans la variable result. Et il va falloir arriver à dissocier du coup ces deux parties. Donc on va splitter en fait. On va splitter avec une expression régulière et on va récupérer uniquement, s'intéresser uniquement à cette partie pour le moment. Donc pour cela, je vais faire je vais splitter, donc je vais utiliser preg underscore split. Ici il va y avoir ma
ma regex. En second argument, j'aurai result. Et en troisième argument, je dois préciser, donc lorsque je vais splitter, quel élément je veux récupérer. Est-ce que le premier ou le deuxième ou le troisième, etc. Donc là, typiquement, c'est le deuxième. Donc je vais faire 2. OK. Donc là, lorsqu'il va splitter, il va retourner un tableau. J'ai demandé à récupérer 2. En fait, le 2, c'est l'index à partir duquel je veux commencer par récupérer mes éléments. Donc s'il y avait 3 éléments, il va me récupérer le deuxième et le troisième. Il va ignorer le premier. D'accord? Donc là, vu que j'ai récupéré le deuxième et qu'il n'y en a qu'un seul, en gros, il va me retourner un tableau où il y a uniquement une seule case, une seule cellule ou case qui va contenir cette chaîne-là qui est sélectionnée ici. Eh bien, moi, je veux récupérer dans results, non pas un tableau, mais cette chaîne de caractères. Donc, du coup, je dois accéder à la clé 0. Je mets mon expression qui sera anti/r anti/n 2 fois, ou bien anti/n anti/n, ou bien anti/r anti/r. Voilà. Donc là dans results, j'aurai ce contenu qui est en JSON. Ce que moi je souhaite récupérer, c'est non pas un retour en JSON, mais plutôt ces produits qui sont là seront dans un tableau. Donc je veux récupérer un tableau d'éléments. Donc pour pouvoir récupérer ce tableau d'éléments ici, on va transformer ce result et on va le retourner sous forme de tableau. Donc on va utiliser la fonction JSON_decode et en argument on va mettre mon JSON qui est ici, tac, et on va faire avec la variable JSON_pretty_print. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? Tac, on va retour d'erreur si celle-ci est retournée par le curl. Ici, nous avons récupération du contenu souhaité du curl en ignorant les en gros c'est des en-têtes, on va dire les en-têtes, c'est des headers. OK, et donc là on va retourner les éléments récupérés en JSON sous forme de tableau. Donc le tableau ce sera associatif. Voilà. Et c'est tout. Donc notre fonction est terminée. Voilà, c'est tout bon. Donc maintenant, on va aller, je vais copier ça et je vais le mettre dans le contrôleur pour pouvoir nous aider à travailler sur les arguments à rajouter ici. Et donc, hop, on va commencer par le jeton. Donc on va faire ça en plusieurs lignes, chaque variable. Donc on va récupérer le jeton. Le jeton, on va le récupérer par un getter. Donc on va faire un getter sur l'objet application, le modèle. On va faire get jeton. Ça tombe bien, on vient de le créer. Et ensuite, il y a virgule et non pas point virgule. Et ensuite, on va récupérer ici l'URL de la boutique. Pareil, on a un getter qui est fait pour. Donc get shop URL. OK. Ensuite, resource. Donc resource qui va suivre la version et ce sera ici, ce sera custom
underscore collections.json. Tac. Et c'est tout. Parce que ici, on ne va pas envoyer de paramètres. Donc du coup, on n'a même pas besoin de préciser le quatrième argument en tant que tableau vide. Donc on ne va même pas le définir, il sera par défaut un tableau vide. Voilà, ça c'est fait. Donc on va copier le même appel sur l'ensemble de produits et on va adapter. Donc toujours le même jeton, la même URL, ça ne va jamais changer. Tout ce qui va changer, c'est la ressource et éventuellement les paramètres. Donc ici, ce sera au lieu de custom collections, il va y avoir collects.json. Donc il va y avoir un paramètre. Pourquoi? Parce que on a dit qu'on va récupérer l'ensemble de produits concernés par la collection courante. Donc il va falloir qu'on donne une référence de la collection en question. Donc pour cela, on va envoyer un tableau dont la clé sera nommée collection underscore ID et qui va correspondre à, donc la collection courante est celle-ci. Donc c'est un ensemble, c'est un tableau avec un ensemble de variables sur la collection. Son ID, son nom, sa description, son image, etc. Donc nous, ce dont on aura besoin ici, ce sera son identifiant. Donc entre crochets, ID, identifiant. C'est tout. Alors, ok. Je vais copier à nouveau ça au niveau du troisième appel pour les produits. Là, on n'aura pas besoin d'arguments. C'est pour ça que j'ai fait ce copier d'ici. Là. Alors, toujours, ok. On a toujours le get jeton et get shop URL. On va changer ici. On va changer la ressource par products. Product suivi par une concaténation, voilà, avec donc dans value, on a dit que dans product set, il va y avoir plusieurs références au produit. Bien, les références au produit, on les a ici dans value et value contient l'identifiant du produit qui est product underscore ID. Et il ne faut pas oublier de finir par concaténer avec JSON. Ok, donc ça a l'air tout bon. Alors là, ce qu'on a, c'est qu'on va envoyer ce tableau à notre vue. Alors notre vue, on n'a pas encore travaillé dessus. Donc on va faire du code HTML basiquement. Comme titre, on va faire nos produits. Et on va commencer d'abord par importer nos CSS et nos JavaScript, tout comme on a vu dans le dernier épisode. Donc on va ouvrir la vue index.php. Dedans, on va copier cette ligne qui récupère, qui importe les fichiers CSS. Donc on va la mettre dans id. Puis les fichiers JavaScript tout en bas, juste au-dessus de la fermeture de la balise body. Ici. Voilà. Donc ici, on va recevoir la variable nommée products. Alors, avant de commencer à faire du CSS, on va décorer notre vue, etc. On commence d'abord par voir si tout cela marche. Et on va faire juste un print underscore R du tableau products. Et on va voir si on a des références ou des choses qui nous permettent de reconnaître nos produits. Ok, donc tout ça est bon. Donc maintenant on va héberger et on va tester. Alors, hop, tac, connexion.
Donc, je vais héberger mon contrôleur, mon helper, modèle, vue. Tout a été modifié. Donc, s'il y a des éléments, je vais les remplacer, effectivement. Voilà, c'est tout bon. Donc là, pour tester, il faut faire attention. Il ne faut pas oublier que nous avons modifié les périmètres, les scopes. Lorsqu'on modifie un périmètre, il faut réinstaller l'application. Vous allez voir que là, quand on enlève, par exemple ça, lorsqu'on va aller sur installation, la méthode d'installation qu'on a codée, il va retourner directement le jeton. Il est déjà enregistré, très bien. Il ne se passe rien en fait. L'installation a déjà été faite. Mais si on rajoute un périmètre qui est nouveau, qui n'a pas été précédemment affecté à l'application, eh bien on va faire un nouveau appel à la méthode installation, et là ça va être différent. On va voir ça. Voilà, ça va refaire l'installation et ça va préciser qu'il faut valider l'affichage des produits, ce qui est nouveau par rapport à l'installation d'avant. Donc là, c'est un bon signe, en gros, qu'ils reconnaissent le scope. Et on va faire mettre à jour l'application. Donc on va la mettre à jour avec le nouveau scope. Et voilà, là, là tout s'est bien passé. Effectivement, ce sera éventuellement le même jeton. Et notre application ne l'a pas stocké parce que c'est déjà fait. Donc il faut commencer par ça. Il faut faire attention. Il ne faut pas directement aller tester l'application, parce que sinon ça va vous donner comme erreur comme quoi il n'a pas le scope sur la lecture des produits, et ça va pas être facile à découvrir, parce que il ne va pas l'afficher clairement. Il peut vous afficher une page vide, et ça va pas être très c'est pas intuitif en fait. Donc là, par la suite, donc si on a installé l'application, eh bien on va aller sur la boutique, sur l'interface de l'administration de la boutique, et on va aller dans l'onglet application. Dedans, il y a application underscore 1, c'est ce qu'on utilise. On va cliquer dessus et directement, on doit avoir voilà. Directement, nous avons effectivement nos produits. On arrive à voir déjà ici les descriptions. Jour et nuit, 0% sel d'aluminium, machin, etc., etc. Et donc là, on a un ensemble de caractéristiques ou de valeurs qui concernent le produit. Alors, j'ai pris ce contenu et je l'ai indenté, je l'ai organisé pour qu'on puisse voir ce qu'on veut utiliser là-dedans. Et ça m'a donné ce fichier-là. Donc ici, j'ai par exemple mon tableau, donc le nom du tableau, ou le nom du produit tableau, qui est dans la clé title, qui est directement sur l'élément produit, l'objet produit. J'ai ici le nom, j'ai la description dans body HTML. Donc ça, ces deux éléments, on va les utiliser, le title et le body HTML. On va utiliser l'image. L'image, elle est un peu plus loin. Donc l'objet produit va contenir une clé qui s'appelle image. La première, qui est un tableau en fait, image est un tableau. La première case de ce tableau contient une case dont la clé est src. Et c'est là où il y a l'URL, donc en JPG, etc., de l'image. Et bien, on va utiliser ces trois valeurs. Et maintenant, on va modifier notre vue products.php pour afficher nos produits d'une façon
plus agréable que quand JSON comme ça. Et on va utiliser par la même occasion Bootstrap que nous venons d'importer. Donc, pour cela, je vais aller sur le site de Bootstrap. Bootstrap tout court. Donc voilà, je suis dessus. Hop. Et je vais aller dans documentation. Hop. Excusez mon chat qui fait des bêtises. Donc ici on va aller dans Components. On peut utiliser par exemple l'objet card. L'objet card peut convenir. Donc voilà, on a une image, on a quelques éléments et ça convient bien. On n'aura pas besoin de ce bouton, on va l'enlever. Et donc là, ce qu'on va faire, donc on va utiliser cet objet, mais également on va utiliser les grilles. Donc je pense, ouais, c'est dans Layout, on a Grid. Et donc là, avec Grid, on va pouvoir organiser nos produits sur la page. Donc on va avoir des produits l'un à côté de l'autre. Hop. Et donc on va utiliser ces deux éléments. Et donc on va copier le code de card qui est un petit peu plus long. Et pour les grilles, je connais le code par cœur. Donc on va aller dans products.php. On va enlever le print R ici. Et on va ouvrir une div dont la classe est row. Dedans, on va par exemple faire d'abord un H2 et on va faire nos produits comme titre. Voilà. Ensuite, une deuxième div avec la classe row également. Dedans, il va y avoir une div dont la classe est col-md. On va faire en PHP products as product. Là, il va y avoir du code HTML. Et ça, cette balise sera dedans. Comme ça. Et dans cette balise call.md, donc la classe est call.md, où il va y avoir ma card. Comme ça. Voilà. Donc ici, je vais mettre la source de l'image, l'URL de l'image. Je ne vais pas utiliser Alt, pas besoin. Ici, je vais mettre le nom du produit. Et ici, je vais mettre sa description. Donc, ok. Donc ici, il va y avoir PHP. Il va y avoir un écho de product. Et là, comme on a dit, on a. Donc, je vais utiliser pas les double quotes, mais les quotes simples. Donc, on va avoir la clé images. Dedans, il y a la première cellule. Et dedans, il y a la clé src.
Je vérifie ça rapidement parce que donc tac tac tac, exactement, c'est tout bon. Donc point virgule, je ferme PHP. Donc pareil, on va copier ça ici. Ce sera plus simple parce qu'il n'y a pas de clé mais une seule, et ce sera title qui est ici, puis body HTML. Donc on copie, c'est dans la vue, je copie ça au niveau de la description cette fois-ci, et ce sera body underscore HTML. Donc le bouton, je n'en ai pas besoin, je vais le supprimer. Il s'agit du bouton bleu qui est là. Et c'est tout. Donc je vais héberger ma vue toute seule parce que ailleurs je n'ai fait aucune modification. Ok, donc j'enregistre et je teste. Donc j'héberge mon code, hop, et je teste. Ok, j'ai des erreurs. Undefined index image. Oui, bien sûr, je me souviens. En fait, ici, product, il y a d'abord une clé product juste avant, puis image, puis etc. etc. Donc ici, au fait, ça, c'est un tableau product. Et dedans, il y a toutes ces clés. Mais du coup, j'avais oublié de préciser cette première case. Donc, je vais copier ici aussi. Et je vais retester. Hop. Voilà. Donc, j'ai mes produits qui sont bien organisés. Alors en fait ici j'ai un décalage, donc je peux organiser mon CSS en fonction. Donc rapidement, si je fais par exemple, d'ailleurs ça tombe bien, on fait un nouveau fichier dans assets CSS. Donc on a déjà Bootstrap, on va faire un nouveau fichier dedans et on va l'appeler par exemple style.css. Oups, je l'ai mal enregistré, rename, donc .css, hop, et dedans je peux faire par exemple pour body, on va faire padding, on va faire 20 pixels juste par exemple. Il n'a pas l'air de reconnaître le CSS, mais on va voir ce qui va se passer. Donc là, après avoir fait ça, il faut que je l'importe. Donc l'importer, ça va être dans un seul endroit, c'est dans le dossier inc qui est dans views. J'ai le fichier CSS files, donc je vais copier tout ça et je vais, au lieu de bootstrap sur la deuxième ligne, je vais mettre style. Et c'est tout. Donc j'héberge mes vues, donc le dossier inc dans views et mon CSS. Je peux glisser tout le dossier. Et je teste. Et je vais voir, normalement, ça doit descendre et se décaler vers la droite un petit peu. Voilà. Donc là, c'est plus lisible, c'est plus présentable. Donc voilà, ici, on a récupéré les 3 déodorants qui appartiennent à la collection que j'ai créée, la seule collection que j'ai créée qui s'appelle ma collection Axe. Remarquez qu'on n'a pas récupéré le tableau parce qu'en fait, il n'y a aucune collection qui est associée au tableau en fait. Donc on a pu récupérer que ce qu'on a tagué en fait avec une collection. Donc c'est ça en gros ce que je voulais montrer ici. C'est pour ça que le tableau je ne l'ai pas mis dans une collection. Voilà, donc ici
ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons pu faire une fonction que vous pouvez réutiliser à votre guise. Vous pouvez la réalimenter avec plus d'arguments, etc. Mais qui permet correctement de récupérer un objet à partir de Shopify et le retourner, donc l'ensemble des objets que vous récupérez sous forme de tableau. Cette fonction pourra être réutilisée. Elle est déjà utilisée à plusieurs reprises dans ce contrôleur pour récupérer 3 objets différents. Donc, ce que je veux dire, c'est que par la même occasion, vous savez comment adapter l'appel d'un objet à l'autre à travers la ressource et les paramètres. Voilà, donc l'exercice en gros ici touche à sa fin et j'espère que ce traitement vous servira pour un peu développer par vous-même votre activité. Dans un premier temps, ça va commencer comme ça. Le prochain épisode va toucher au côté financier d'une application. Donc, je vais me pencher sur le fait de montrer comment rendre une application payante, comment définir son prix et également comment configurer une période d'essai avant laquelle l'utilisation est gratuite, pendant laquelle l'utilisation est gratuite et après quoi le paiement est obligatoire. On va également voir, et ça c'est important, comment simuler le paiement, c'est-à-dire voir est-ce que sans payer réellement, d'accord, valider le paiement et voir si l'étape passe à quelque chose, à une étape où l'application est utilisable. Donc on va en gros faire le paiement en simulation et non pas en exécution réelle. Donc voilà, ce sera l'objet du prochain épisode. D'ici là, merci de votre attention, portez-vous bien et à très bientôt.